Jean-Yves Lecomte, on vient d'entendre Quentin Calmet, fracture profonde à gauche sur cette question de la déchéance de la nationalité. Comment avez-vous vécu les débats hier? Douloureusement, dans la mesure où un gouvernement de gauche nous demandait de faire exactement le contraire de tout ce que nous avions proclamé et contraire à nos valeurs en ce qui concerne la déchéance de nationalité. Je pourrais même avoir l'ironie de rappeler ce que Le Monde disait il y a 2 jours sur les paroles de François Hollande sur ce truc de droite, vous savez, qui sert et d'extrême droite qui sert à courir derrière le Front National. Ce n'était voilà. Donc à partir de là, écoutez, moi je dirais de manière assez pragmatique, ce qui sort du texte du Sénat est totalement incompatible avec le texte de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'article 2. Par conséquent, pour ceux qui ne souhaitaient pas la déchéance de nationalité, maintenant, le gouvernement est face à ses responsabilités. S'il considère que l'article 1 mérite une réforme constitutionnelle, il sait ce qu'il faut qu'il demande à l'Assemblée nationale. Il a vu la majorité qu'il avait pour valider l'article 1 au Sénat. Si par contre, considère que c'est pas utile, on constate les désaccords et c'est terminé. Et je crois qu'il faut passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la lutte antiterroriste et au débat sur les meilleures manières de garantir nos libertés dans ce contexte, à la coopération internationale en matière de terrorisme, et arrêter de nous diviser sur cette question, et à droite comme à gauche. Ouais. Parce que je ne suis pas du tout certain que c'était pour servir le gouvernement qui, si on voulait voir qui était contre à gauche, il suffisait de voir les signataires de l'amendement. En ce qui concerne les socialistes, on était plus de 30, les communistes, les radicaux, les écologistes, pour savoir que oui, il y avait quand même beaucoup de gens à gauche, mais à droite aussi, il y avait des divisions, mais c'est pas le sujet. L'important, c'est que cette... Alors Olivier Cadic, vous, est-ce que finalement l'abandon certainement de cet article 2, en tous les cas, faute de compromis entre les deux assemblées sur la déchéance de la nationalité, est-ce que vous vous réjouissez de cette situation finalement? Tout d'abord, je vais dire que je rejoins tout à fait les propos de Jean-Yves Lecomte. C'est vrai que là, tant sur l'analyse, aujourd'hui, il est important maintenant d'avancer. Il y a un fait, c'est qu'il n'y a pas consensus sur ce sujet. Après, on peut le placer à différents niveaux. Moi aussi, j'étais en faveur du retrait, à titre personnel, de cet article. Ceci étant, il fallait avancer. Je trouve que la manière dont on en est sorti est astucieuse, est élégante. Donc je pense que par rapport à ce qui a été dit par certains, par contre, au sujet de Philippe Bas, je trouve que c'est astucieux, c'est élégant, personne ne s'est déjugé et on va pouvoir avancer parce qu'on remet effectivement le ballon là où est le responsable. Qui a tapé dans le ballon le premier, c'est le gouvernement, et de le remettre face à ses responsabilités. Je partage ce qu'a dit Jean-Yves Lecomte. Maintenant, il y a l'article 1, je pense il y a un accord, et c'est au gouvernement de décider. Mais là, vraiment, hier, ce qu'on a vu, c'est qu'on a su rassembler, c'est qu'au Sénat, il y a eu une position qui a permis de rassembler le Sénat et d'avoir une position du Sénat. Maintenant, retour à l'envoyeur. Guillaume Drago, que pensez-vous de la réécriture par le Sénat de cet article 2, même s'il risque d'être abandonné? Est-ce que finalement l'option retenue, qui revient finalement à la déchéance de nationalité pour les binationaux, on savait que la droite avait dit, la ligne rouge, c'est ne pas créer d'apatrides. Est-ce que c'est une bonne formule selon vous? Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne formule. Dans les deux cas, que ce soit le texte voté par l'Assemblée nationale ou que ce soit le texte voté par le Sénat, cette inscription dans la Constitution de la déchéance de nationalité n'est pas une bonne solution. Tout simplement pour une raison préalable, c'est qu'avant d'inscrire la déchéance de nationalité, il faudrait savoir ce que c'est qu'un national. Qu'il faudrait, c'est ce que disent les spécialistes de la nationalité, inscrivons d'abord ce qu'est un national français. Et là, évidemment, on ouvre la boîte de Pandore. Le droit du sol, le droit du sang, un vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'accord. Et c'est un désaccord, qui porte sur une question fondamentale, dont on voit bien qu'elle a ouvert une boîte de Pandore qui est quand même considérable. Rappelons la deuxième chose, c'est que pour que le texte soit voté, il faut que ce soit exactement dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat. On n'y est pas, donc l'exécutif devrait tirer la conclusion, qui est sans doute de retirer au moins cet article 2 de la révision constitutionnelle. Rappelons quand même que le texte voté par le Sénat sur l'article 1 sur l'état d'urgence n'est pas non plus conforme, donc de toute façon, il y aura forcément une navette. Vous croyez encore la réunion du Congrès de Versailles possible, Jean-Yves Lecomte, après le vote hier de la Haute Assemblée?
Nous aurons, je crois, un congrès de Versailles de toute façon sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ça a été annoncé par le garde des Sceaux il y a quelques jours, hein, et l'Assemblée nationale va être amenée à se prononcer sur. 1, ça c'est une bonne option. Non, enfin deux révisions, deux congrès, mais le Sénat avait voté un texte en 2013 et l'UMP, les centristes et les radicaux avaient voté un texte qui constitue encore. Aujourd'hui, ils ont la majorité au Sénat. L'Assemblée nationale se prononcera sur ce texte. Il y aura un congrès sur ça et c'est indispensable par rapport au texte sur la réforme pénale qui arrive et qui donne plus de pouvoir au procureur. Sur le reste, oui, je peux quand même faire la remarque, c'est que l'article 1 a été aussi voté avec les voix socialistes au Sénat. Par conséquent, majorité, plus de 300 voix. Il est probable qu'on pourrait arriver à un consensus sur l'article 1. Quant à l'article 2, les voix. Au Congrès, je crois que c'est possible quand on voit le nombre de. Oui, oui. Alors sur l'article 1, il faut avoir les 3/5 des voix des parlementaires. on avait le choix entre stigmatiser les binationaux, établir des inégalités entre Français, ou bien créer de la patridie. Dans les deux cas, ce sont des choses inacceptables. Ce sont des reniements sur nos valeurs, et par conséquent, le fait d'en rester là. Et ce que c'est le plus probable, compte tenu de l'incompatibilité des deux positions des deux assemblées, serait le plus souhaitable. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille commencer à mettre le code de la nationalité dans la Constitution. Jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas mon point de vue non plus. Ouais. Olivier Cadic, vous qui représentez les Français de l'étranger, on sait parfois que ces Français expatriés ont aussi la double nationalité du pays dans lequel ils vivent. Comment vivent-ils tous ces débats autour de ces questions de déchéance de nationalité et notamment par un gouvernement de gauche? D'abord, tout le monde est très lointain de ce débat. C'est vrai qu'il y a une majorité de binationaux. Donc, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est la stigmatisation. Ceci étant, la déchéance de nationalité existe déjà. C'est pas parce qu'on en parle là pour la constitutionnaliser, elle existe déjà dans les faits. Et elle s'applique uniquement à ceux qui l'ont eu, qui l'ont obtenu. Pas qui sont nés avec. Donc c'était ça, j'ai envie de dire, l'arrangement qui avait été trouvé par certains. Est-ce que ça doit être dans la Constitution? Moi, je ne le pensais pas. Apparemment, sur ce plateau, déjà, si on faisait un sondage, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de partisans. Voilà, c'est une réalité. On est maintenant, vous voyez... Vous souhaiteriez que François Hollande abandonne complètement cette révision constitutionnelle? C'est qu'on n'est plus du tout sur le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de combattre le terrorisme. À un moment, Jean-Yves l'a dit, c'est à ça qu'il faut s'attacher. Honnêtement, on a l'impression qu'on perd notre temps et tout le monde, depuis des semaines et des semaines, voire des mois, on débat de quelque chose. On ne comprend pas le rapport entre le sujet et ce que nous faisons aujourd'hui. Et là, on s'interroge après. C'est là sur le rôle du politique. Moi, j'ai envie d'apporter quelque chose, des résultats aux Français. Ils attendent ça de nous. Et c'est ça la responsabilité du gouvernement aujourd'hui. On s'attend à ce qu'on remette la balle au centre du terrain et qu'on s'attaque à ce problème qui est le terrorisme. C'est ça l'enjeu. Et puisqu'on en parle, bien on apprend que Salah Abdeslam a été arrêté à Bruxelles, à Molenbeek plus précisément, selon des sources policières. On y reviendra à la fin de ce journal. Guillaume Drago, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'éloigne justement un petit peu des objectifs de cette révision constitutionnelle. Au départ, c'était après les attentats de Paris pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que ça... C'est certain que le président de la République voulait poser une sorte de geste fort. La réunion du Congrès, déjà, était un geste fort, puisque la révision constitutionnelle de 2008 permet au président de la République de s'adresser au Congrès constitué. On voit bien qu'on n'avait pas besoin de cette révision constitutionnelle. Et pourquoi? Tout simplement pour une raison de fond, c'est que la déchéance de nationalité, elle existe déjà dans le Code civil, elle existe pour des actes de terrorisme. Pour des actes de terrorisme, c'est expressément inscrit dans le Code civil, et que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a eu à se prononcer sur ces questions-là, n'a pas vu d'atteinte au principe d'égalité entre le fait de réserver, en quelque sorte, la déchéance de nationalité à certaines catégories de Français, si on veut employer cette expression. Et donc, il n'y a pas de sujet constitutionnel, si on veut. Le sujet constitutionnel, c'est un sujet symbolique. Et dans ces cas-là, il faut réunir les Français. Si on n'arrive pas à réunir les Français, et leurs représentants, veux-je dire, bien entendu, au Congrès, alors il ne faut pas aller plus loin, il faut s'arrêter. Vous souhaitez, vous, que la révision constitutionnelle s'arrête là, finalement, qu'il n'y ait même pas de congrès uniquement pour l'article 1er? Écoutez, moi j'ai pris position sur l'article 1er parce que je pense que mettre la réforme, la constitutionnalisation de l'état d'urgence est une démarche qui permet aussi de l'encadrer.
et d'affirmer les pouvoirs du Parlement pendant Avec la les période d'état modifications du d'urgence. Sénat, donc. Hein. Et avec les méthodifications du Sénat en plus, avec un certain nombre de mesures administratives qui sont au préalable vérifiées sur le plan constitutionnel grâce à une loi organique en particulier, et en réaffirmant le rôle du juge judiciaire pour toute mesure privative de liberté. Par conséquent, ça me semble être une bonne chose, et j'espère que le gouvernement fera effectivement la démarche de continuer sur l'article 1, parce que finalement, ça montre qu'on est capable de mettre en place des dispositifs spécifiques de prévention tout en garantissant les libertés. Par contre, sur l'article 2, c'est à la fois quelque chose qui a divisé les Français, et c'est quelque chose qui a engendré de la méfiance sur notre capacité à coopérer avec les autres pays, dans la mesure où on dit, écoutez, un binational, on va l'éloigner de la France. L'éloigner de la France, ça veut dire qu'on l'envoie ailleurs. Or, désolé, si il y a un Français terroriste né en France, notre premier devoir, c'est d'en protéger. Il faut qu'on en protège le monde. Donc, on doit l'empêcher de nuire. On ne doit pas le renvoyer ailleurs. C'est irresponsable de faire ce genre de choses. Olivier Cadic, sur les conséquences diplomatiques, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Yves Lecomte? Non, ça serait pas tout à fait ça quand même, parce que ça voudrait dire qu'on le déchoit de sa nationalité à partir du moment où la condamnation est définitive. J'imagine que quelqu'un qui a commis un tel crime, s'il est condamné dans les 3 ans par un tribunal, ça veut dire qu'il va quand même avoir une condamnation à purger. Donc j'imagine pas que non plus, vu la hauteur des crimes... Après la condamnation, oui, après avoir purgé sa peine. Non, c'est marqué une fois que la condamnation est définitive. Ça veut dire quelqu'un qui a été condamné définitivement purge sa peine. Ça veut dire qu'il purge sa peine en tant qu'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on va le renvoyer dans les 3 jours. Voilà, tout à fait. Si tant est que vu l'état du crime, je pense que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de tribunaux populaires qui accorderaient des circonstances atténuantes. Donc il risquerait d'avoir quand même la peine la plus lourde qui soit. Donc encore une fois, on est dans le symbole. Il n'y a pas de réalité derrière. Déjà, si la personne est en passe d'être condamné, c'est déjà qu'il a en quelque part raté son attentat. C'est un raté de la République qui a raté son attentat, puisque généralement la peine, sa vie se termine tout de suite. Donc on est vraiment sur des cas d'école. Et encore une fois, on passe du temps. Moi, j'étais avant tout un entrepreneur. On est là pour avoir des résultats. On passe du temps. Pourquoi? Il faut arrêter ces terrorismes, enrayer ça. Et en ce moment-là, on est vraiment en train d'avoir des arguties juridiques, alors que ça n'a plus rien à voir avec le sujet qui nous amenait là. Tout le monde dit on est là pour combattre le terrorisme. Tout le monde le rappelle à chaque fois au début du sujet, et on revient sur ces points vraiment des points de droit qui sont vraiment théoriques. Alors, Guillaume Drago, quelles sont les possibilités qui s'offrent à l'exécutif s'il veut encore sauver ce congrès de Versailles selon vous? J'ai envie de lui dire, posez-lui la question directement. Eh bien, la possibilité, tout est dans la main du président de la République. C'est le président de la République qui va décider. À mon avis, il a une option, c'est soit de ne présenter que l'article 1er, parce que là, eh bien, il a compté en quelque sorte ses voix, il peut compter ses voix, et donc il peut peut-être réunir le Congrès sur un texte, à mon avis, qui devrait être le texte du Sénat, nécessairement, comme vous l'avez dit, qui apporte un certain nombre de garanties supplémentaires. Je trouve que ce qui a été apporté par le Sénat rend le texte plus acceptable, même si j'ai une réserve sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Et puis la deuxième option, c'est d'abandonner. C'est de dire, j'abandonne cette révision constitutionnelle, je vois bien que dans le pays, il n'y a pas d'unanimité sur cette question, il ne serait pas le premier. On a oublié, dans l'histoire constitutionnelle, Valéry Giscard d'Estaing avait lancé une réforme constitutionnelle peu de temps après son élection sur le retour des ministres dans leur poste de parlementaire. Après 3 navettes, il n'y a pas eu d'accord, ça a été retiré. Le président Mitterrand a retiré 2 fois une révision constitutionnelle, en 84 sur l'élargissement du champ du référendum et un peu plus tard. Donc le président de la République peut prendre cette décision. En réalité, c'est sa responsabilité. Jean-Yves Lecomte, on sait que François Hollande a dit réserver ses conclusions jusqu'au vote solennel du Sénat. Ce sera mardi prochain. Est-ce que vous souhaitez bien qu'il renonce à cette révision constitutionnelle, même si les conséquences politiques seraient certainement désastreuses pour lui? Comme je l'ai dit, de toute façon, c'est pas lui qui décidera du vote du Congrès. Donc je pense qu'il doit constater le rapport de force. Donc à partir de là, maintenant, il peut décider effectivement de continuer avec l'article 1. Ou bien, je crois que ça serait absolument déplorable, on continuerait des navettes qui approfondiraient les divisions, continueraient à nous affaiblir, et on ne s'occuperait pas de l'essentiel. Enfin, si on n'avait que ça à faire, si on n'était pas sous la menace terroriste, on pourrait s'amuser, mais ce n'est pas le cas.
Vous avez eu l'impression d'avoir bien peut-être perdu votre temps lors de tous ces débats, Olivier Cadic, au Sénat? Je ne sais pas s'il n'y a que moi, dans ce cas-là, qui le pense, mais je pense que beaucoup de Français le penseraient et vont le penser. Encore une fois, on attend des résultats. Tout le monde attend des résultats. Aujourd'hui, il y a un constat à faire. Comme l'a dit là, encore une fois, on partage le même point de vue. Il y a un arbitrage à faire par le président de la République. C'est lui qui a voulu engager cela. Je pense qu'il n'y a absolument pas de déshonneur à dire de constater. Il a consulté. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de déshonneur à dire, bon, bah, finalement, il n'y a pas d'accord. On arrête là et on passe à autre chose. Je pense que ça serait même un geste finalement positif. Maintenant, ceci étant, il y a effectivement, je suis d'accord, il y a quand même eu des progrès qui ont été faits sur la partie de l'article 1. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut l'encadrer, cet état d'urgence. On voit bien qu'on vote, on prolonge. Bon, et puis on comprend plus bien non plus, hein, parce que quand on voit les manifestations qui se passent comme ça, ça veut dire quoi? Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un travail législatif qui a été fait au niveau de la Commission des lois, au niveau du Sénat, que tout le monde s'accorde à dire qu'il est positif. Eh bien, tirons parti de ce travail-là, peut-être, pour effectivement prendre en compte cet article 1. Guillaume Drago, est-ce que les députés pourraient suivre le vote des sénateurs sur cet article premier? Écoutez, je trouve que le Sénat a amélioré quand même le texte. Après, c'est une question de négociation, finalement. Il faut rappeler la règle, n'est-ce pas, qui est que comme le texte doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, il n'y a pas de possibilité de ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, n'est-ce pas, qui cherche un accord entre les deux assemblées. Et donc, la question, c'est où va se passer la négociation? En réalité, elle va se passer entre le président de la République, le Premier ministre, le garde des Sceaux, les présidents des commissions des lois, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va sortir de ce dispositif? Moi, je n'en sais rien. On peut peut-être penser que l'Assemblée nationale va se rallier au texte du Sénat. Et en même temps, le texte du Sénat, il apporte des garanties supplémentaires, mais plus on a un texte long, plus on a un texte difficile, plus l'accord est sans doute difficile sur ce point. Là, je ne suis pas devin sur cette question, j'avoue. Ouais, Jean-Yves Lecomte, est-ce que vous avez eu des contacts avec les députés à l'Assemblée? Est-ce qu'ils seraient prêts à suivre le Sénat sur cet article premier? Il y en avait plusieurs qui avaient déjà proposé la mise en place d'une loi organique pour cadrer les mesures de police administrative. Donc moi, ça me semble pas quelque chose d'impossible de se mettre d'accord. Je ne pense pas d'ailleurs que, enfin, le texte du Sénat, à mon sens, mérite 2-3 petites améliorations parce que il y a eu un débat. Vous avez vu, il y a eu un débat. On peut pas multiplier les navettes, hein, même si on ne conserve Non, mais je cet crois qu'il article y a peut-être une ou deux petites choses à voir parce que la loi organique, autant sur les mesures administratives, à mon sens, c'est correct, mais si c'est pour l'ensemble du dispositif, ça peut peut-être être un petit peu trop, ça peut manquer de flexibilité Un peu lourd. et par conséquent ne pas être aussi proportionnel qu'on ne l'affirme dans cet article. Parce que la proportionnalité, on ne peut pas la faire avec une loi organique, parce que la loi organique, par définition, on la fait en amont. Donc, de ce point de vue-là, il y a peut-être encore une petite marge de négociation, mais très honnêtement, ça me semblerait quand même raisonnable. Parce que d'un autre côté, quel est l'intérêt de constitutionnaliser l'état d'urgence si on ne dit pas que les mesures passent par une loi organique? Ça veut dire que de toute façon, le contrôle constitutionnel pourrait se faire a posteriori sur un certain nombre de mesures. Excusez-moi, je ne comprends pas tellement les différences avec l'actuelle solution. Finalement, la valeur ajoutée de la réforme constitutionnelle est arrivée avec ce qui a été fait au Sénat. Olivier, oui. Excusez-moi, je voulais dire simplement, peut-être pour vos téléspectateurs, rappeler que la loi organique, elle est nécessairement contrôlée par le Conseil constitutionnel, a priori, avant son entrée en vigueur. Donc c'est ça l'idée de la garantie. C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt de la loi organique et c'est tout l'intérêt du texte. Parce que sinon, finalement, on met dans la Constitution quelque chose dont qu'on a déjà la possibilité de faire. On dit simplement qu'on peut encadrer, mais déjà on le fait. Oui. Mais c'est bien de le mettre dans la Constitution. Oui. Mais finalement, le point nouveau, c'est qu'on dit toutes les mesures, elles feront l'objet d'un contrôle de constitutionnel a priori. Et qui est à la fois une sécurité pour nos libertés, et en même temps une garantie juridique et une sécurité juridique pour le gouvernement. Par conséquent, ça n'a que des avantages. Ouais. Olivier Cadic, vous seriez prêt à voter cette révision constitutionnelle si elle ne concernait que cet article premier tel que modifié par le Sénat? Sans aucun problème. Je pense que là, il y a, encore une fois, si on veut trouver un rassemblement, un consensus, je pense qu'on l'aura sur cet article 1. Et encore une fois, ce qui est important maintenant, c'est d'avancer, de montrer qu'on se rassemble. Et encore une fois, prendre des actions pour mettre, si possible, un terme, puisque c'est le président de la République qui a annoncé qu'on allait éradiquer le terrorisme, hein, rien de moins, hein, je le rappelle.
Donc je pense que ça nécessite des mesures fortes et qu'on comprenne ce qui est engagé aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif. Où est-ce qu'on sera dans un an, par exemple ? Alors hier, au cours du débat, le droit de vote des étrangers s'est aussi invité dans cette réforme constitutionnelle, promesse de la gauche depuis trop longtemps et votée par le Sénat il y a 5 ans, mais toujours pas appliquée. Louis Sibylle. Le Sénat a adopté l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle. C'était en 2011. Une vive émotion s'empare de l'hémicycle. La gauche, alors majoritaire au Sénat, vote le droit des étrangers non communautaires à participer aux élections locales. Une réforme qui nécessite néanmoins l'adhésion des 3/5 du Parlement. 5 ans plus tard, la révision constitutionnelle ouvre donc une porte, pourtant très vite refermée, par le chef du groupe socialiste lui-même. Et si nous devons faire en sorte de ne pas trop mettre d'arrêt, je pense que cet amendement, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, mais mis dans ce texte constitutionnel, ne collerait pas. Ce n'est pas le bon véhicule et je crois que ce n'est pas le moment. C'est la raison pour laquelle la quasi-unanimité de notre groupe votera contre. L'amendement sera finalement retiré, même si certains parlementaires regrettent que cette promesse de François Hollande ne soit pas tenue. On a démarré un quinquennat avec la promesse de vote et on le termine avec la déchéance. C'est pour moi un échec sur nos engagements, nos valeurs et notre éthique de conviction. Le droit de vote des étrangers, une revendication de la gauche qui refait régulièrement surface, elle figurait déjà en 1981 dans les propositions du candidat François Mitterrand. Jean-Yves Lecomte, ça a été finalement assez vite balayé, cette histoire de droit de vote des étrangers hier. Est-ce que ça vous a choqué la manière dont le gouvernement a refermé la porte à cette proposition ? Écoutez, moi je faisais partie des signataires de l'amendement. Mais je n'ignore pas que de toute façon, puisque ça a déjà été voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a 5 ans, il suffit de la décision du président de la République pour convoquer un congrès. Donc un nouveau vote positif était inutile, puisque finalement, ça ne dépend que du président de la République aujourd'hui. C'est sa responsabilité de tenir cet engagement, ou en tout cas de faire en sorte de convoquer un congrès, s'il le souhaite, pour essayer de voir s'il a une majorité sur ce projet. Il estime qu'il ne l'a pas, il ne le fait pas. Je peux comprendre, parce qu'effectivement, on voit l'ambiance actuelle. Mais moi, il me semble qu'il vaut mieux... Didier Guillaume parler d'une arrête. Moi, j'ai trouvé que l'intervention de Didier Guillaume était un peu triste, parce que moi, je sais que j'ai été... C'était mon premier vote important, après mon élection en septembre 2011. Et c'est vraiment une promesse... j'allais dire auquel je crois, non, que c'est un engagement. Et par conséquent, si j'ai signé cet amendement, ce n'était pas un amendement d'appel, c'était un amendement de rappel pour dire nous avons pris cet engagement, nous l'avons déjà voté, et finalement nous souhaitons pouvoir être réunis en congrès pour regarder si effectivement il y a un nombre suffisant de parlementaires qui sont aujourd'hui d'accord pour que les gens qui vivent sur notre territoire soient tous des citoyens de leur ville. Et ça me semble assez important. Ça montre les fractures à gauche aussi, que bien, ça soit encore 4 sénateurs socialistes qui, justement, par voie d'amendement, rappellent les promesses de François Hollande. Écoutez, moi j'ai trouvé un peu difficile l'intervention du président du groupe socialiste. Il aurait pu simplement dire que finalement cet amendement était inutile puisqu'il avait déjà été voté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis abstenu. Je l'ai déposé, j'ai rappelé l'engagement, mais je n'ai pas vu voter parce que ça ne sert à rien. Il est déjà voté. Mais maintenant, c'est au président de la République d'aller plus loin. Et je crois que dans cette affaire, il faudrait qu'on soit plus actif, si vous voulez. Il ne s'agit pas simplement d'avoir peur de ce que le Front National pourrait dire de nos actions. Si on a des idées différentes du Front National, on doit agir et montrer qu'effectivement, c'est avec des idées différentes de celles du Front National qu'on peut changer la société. Et je regrette profondément que sur ce sujet, depuis 3 ans, on ne l'ait pas fait. Un mot, Guillaume Drago, sur ce droit de vote des étrangers. Là aussi, on l'a dit, ça nécessite une réforme constitutionnelle à Versailles. Bien sûr. Deux remarques. Est-ce que c'était vraiment le moment de remettre ce sujet sur le tapis ? Manifestement, on voit bien que si on cherche à trouver un accord sur un périmètre d'une révision constitutionnelle, il ne faut sans doute pas l'élargir. Donc ça, c'est une question un peu de tactique. La deuxième remarque, c'est que c'est un sujet hyper clivant dans la société française. Alors évidemment, bien sûr, on peut rappeler le président de la République à ses engagements de campagne. Moi, je crois que l'hystérisation, en quelque sorte, sur la question du vote des étrangers, la présence des étrangers sur le territoire est à un point tel que ça
ça ne me paraît pas le bon moment, mais je n'en suis pas juge d'un point de vue politique. Olivier Cadic, qu'avez-vous pensé de cet amendement déposé hier par 4 sénateurs socialistes sur le droit de vote des étrangers? C'était la cerise sur le gâteau pour le président de la République. Je pense que c'est assez cruel de l'avoir fait. Enfin, là aussi, par contre, je ne comprends pas trop ce que font les gens d'un point de vue politique, certains parlementaires. Vous savez, aujourd'hui, moi, je vis au Royaume-Uni et on ne me consulte pas sur le Brexit. Je peux le regretter, mais on ne consulte pas les étrangers qui vivent sur le territoire britannique. Et pourtant, ça va tous nous engager. Mais je le comprends aussi, je le regrette, mais je le comprends aussi pour les Britanniques, puisque c'est leur souveraineté. Et donc, ici, pour beaucoup de Français, écoutez, la question ne se pose pas, puisqu'on considère que c'est notre souveraineté. Est-ce que nous avons, nous, le droit de voter dans d'autres pays? Non. Donc il faut équilibrer quand même un petit peu les choses et c'est pour ça que le sujet n'était pas... Jean-Yves Lecomte. Là, je voudrais quand même rappeler à Olivier Cadic qu'il il vit peut-être en Angleterre, mais pas en Écosse. Et que le vote qui a eu lieu il y a 2 ans et qui aurait pu remettre en cause l'avenir de la Grande-Bretagne et la présence de l'Écosse en Grande-Bretagne, tous les ressortissants de l'Union européenne qui vivaient depuis plus de 6 mois en Écosse ont pu voter. Et qu'au Parlement écossais, il y a des Français qui n'ont pas la nationalité britannique. Par conséquent... Voilà, la citoyenne résidence est aussi une existence. Le débat. Merci, messieurs les sénateurs. Merci Guillaume Drago. Merci à tous les 3. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de cet après-midi. Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe depuis les attentats de Paris, a été arrêté à Molenbeek au cours d'une opération antiterroriste. François Hollande, qui était à Bruxelles pour le Conseil européen, se trouve actuellement dans le bureau du Premier ministre belge, selon l'Elysée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end et à lundi, 16h30.